Je remercie le Zemmour Ballet de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler un petit peu des liens qu'on peut faire entre le fonctionnement du cerveau puis la danse, l'art de la danse. Le Zemmour Ballet, c'est une compagnie de danse qui est basée à Sherbrooke. Elle est en résidence au Centre d'art Jean Besseret à Sherbrooke. Donc on remercie aussi. Voilà, on prend encore une minute avant de commencer. Donc voilà, on va commencer maintenant. Donc je remercie encore à nouveau le Zemmour Ballet de m'avoir invité à venir vous parler du fonctionnement du cerveau. En fait, c'est un des modèles du fonctionnement du cerveau qui existe parmi d'autres modèles en neurosciences et en neurologie. En fait, je vais vous expliquer un modèle qui permet d'expliquer ce qui se passe à la fois dans notre cerveau, mais aussi dans notre corps. Il s'agit d'un modèle qu'on appelle le codage prédictif ou le predictive coding. Le plan de mon intervention aujourd'hui, je vais d'abord faire une partie théorique sur le fonctionnement du cerveau, puis je vais faire les liens que j'ai pu faire avec l'art de la danse, et à la fin on aura une discussion tous ensemble. Le modèle que je vais vous présenter, il est sujet à des évolutions et à des controverses. Il commence à avoir du poids dans la communauté scientifique depuis une dizaine d'années environ, mais il y a des publications sur ce sujet-là depuis plus longtemps. Et en fait, Lisa Feldman Barrett a écrit en 2018 un livre essentiel, je pense, avec un titre en anglais, c'est How Emotions Are Made, qui explique extrêmement bien le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais y faire souvent référence. Et je me suis largement inspiré de son livre pour vous faire le talk aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler est issu d'un travail de lecture personnelle en tant que psychiatre. Puis, excusez-moi, je me répète, j'ai eu un mail. Ce dont je vais parler, c'est un travail de lecture personnelle en tant que psychiatre. Et toutes les références que j'ai travaillées vont être sur le site internet du Zemmour Ballet, elles y sont présentement. À la fois les livres et les articles scientifiques. Donc voilà. Donc on va passer par la première partie théorique sur comment fonctionne le cerveau. Alors un premier postulat, c'est que le cerveau a pour objectif premier de nous maintenir en vie, de réguler notre corps, notre milieu intérieur, et pour cela, il doit construire un modèle du monde et du corps qui va permettre de répondre aux besoins du corps le plus efficacement possible. Et il doit faire tout cela en consommant le moins d'énergie possible pour être le plus efficace possible. Le fait de maintenir le corps en stabilité, il peut être vu de deux manières. Ou bien que le corps est en état d'équilibre, c'est-à-dire en homéostasie, et le cerveau va chercher à corriger les débalancements qu'il va y avoir dans mon corps. On appelle ça, il va essayer de faire revenir à l'état d'homéostasie. Dans cette situation-là, le corps est en réaction. On peut imaginer l'inverse, c'est que le corps, il ne va pas attendre les débalancements de mon corps, le cerveau ne va pas attendre le débalancement de mon corps, mais il va prédire les besoins futurs et il va prédire les besoins avant même que le corps le demande. Le fait de prédire pour assurer ses besoins, on appelle cela l'allostasie. Et dans l'allostasie, le cerveau, il fonctionne donc avec des prédictions, il prédit. Comme je disais, le cerveau cherche à nous maintenir en vie le plus longtemps possible en régulant tout notre milieu intérieur, c'est-à-dire notre niveau de glucose dans le sang, notre niveau de sucre dans le sang, notre température corporelle, notre pression artérielle, notre niveau d'énergie, notre système immunitaire. Donc, selon le modèle de l'allostasie, le cerveau est en permanence en train de prédire tout cela. Ce qui est encore plus incroyable,
c'est que notre cerveau fait tout cela alors qu'il est enfermé dans une boîte noire. Il voit rien, il n'entend rien. Il est obligé de construire un modèle du monde avec seulement les données qui lui arrivent des sens, des muscles et de la parole, c'est-à-dire l'information qui est transmise par la personne qui est en face de moi. Il est important de savoir que toutes ces informations sensorielles issues de la parole sont soumises aux imperfections de nos sens et à l'imperfection du cerveau de la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que notre cerveau est obligé donc de construire un modèle du monde qui nous semble à nous parfait, vrai et réel, avec des informations qui sont altérées. Ainsi, la connaissance que nous avons du monde se fait à partir d'approximations et d'illusions. De plus, comme le cerveau il est enfermé dans une boîte crânienne et qu'il n'y a pas de ventilateur et d'aérateur comme dans un ordinateur, le cerveau en lui-même, il ne doit pas surchauffer, il ne doit pas produire de chaleur en lui-même. Et en fait, le fait de faire processer son cerveau, ça produit de la chaleur. Il ne doit pas chauffer et il doit maintenir donc une température stable pour ne pas se dégrader. Il doit donc créer un modèle du monde tout en ne surchauffant pas. Il doit employer une stratégie pour faire le moins d'efforts possible et consommer le moins de glucose possible. Je le rappelle, les deux stratégies dont on discute aujourd'hui, c'est ou bien être en réaction au monde, ou bien prédire le monde. Ce qu'on sait, c'est que ce qui produit beaucoup de chaleur dans le cerveau, c'est le fait d'apprendre, c'est l'apprentissage. Le fait d'apprendre, ça fait processer notre cerveau et ça produit de la chaleur. Et si on apprenait par exemple tout le temps, on surchaufferait. Votre cerveau doit donc limiter l'apprentissage, pas en apprenant pas, ça c'est impossible, mais en apprenant juste ce dont il a besoin. Vous l'avez compris, c'est grâce à la prédiction qu'il va faire cela. Pour être bien clair, le cerveau est donc un organe qui prédit. Probablement que c'est sa fonction principale. Il prédit ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre, mais il prédit aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Il prédit les émotions. Donc les émotions, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des réactions à des stimulus extérieurs, mais bien des prédictions qui vont nous permettre de faire du sens sur ce qui se passe autour de nous ou à l'intérieur de nous. Pourquoi j'insiste sur tout cela? C'est parce que le paradigme classique de la compréhension du cerveau, elle est sous le modèle du stimulus, prise en charge de l'information et notre cerveau fait une réaction. Ce paradigme nous dit qu'un stimulus extérieur, la vision d'une voiture, vient activer des récepteurs dans mes yeux, puis vient activer des aires cérébrales dans mes yeux, vient activer une aire cérébrale dans mon cerveau, ça active un concept abstrait de voiture. Le cerveau cherche à apprendre si le concept de voiture que j'ai là et ce que j'ai devant les yeux, il le connaît déjà ou il ne le connaît pas. Donc là, il est en train de faire de l'apprentissage. Et au bout d'un moment, le cerveau il dit, par exemple, ceci est une voiture. On voit que dans ce paradigme, le cerveau reste passif et il attend les informations qui lui sont transmises et il doit apprendre toute information. Il est soumis aux imperfections permanentes de nos sens puisqu'il attend les informations des sens pour pouvoir réagir. Mais comme nos sens sont imparfaits, il est obligé de construire un modèle du monde qui est imparfait, qui est donc fragile. Il coûte beaucoup de chaleur puisqu'on est obligé d'apprendre en permanence. Et ça promet probablement pas, c'est probablement pas efficace pour nous maintenir en vie. Selon le modèle de la réaction, c'est-à-dire de l'homéostasie, ce modèle est inefficace pour nous maintenir en vie et nous serions bombardés par des informations des sens. À l'opposé, le paradigme que je vais vous proposer, celui de la prédiction de l'allostasie, postule qu'avant même de recevoir un stimulus,
notre cerveau fait fonctionner à bas niveau d'énergie un modèle du monde en continu dans notre tête. Et que ce modèle produit des prédictions en permanence de tout ce que nous allons voir, entendre, sentir et parler. Il s'agit de millions de prédictions non-stop dans notre tête, des millions. Et les prédictions, elles anticipent pas seulement les informations qui vont venir de mes sens, mais elles les expliquent aussi. Ainsi, alors que je suis dans une ville, mon cerveau prédit qu'il va y avoir une voiture. Par statistique, il va y avoir une voiture. Cela crée un de mes concepts de voiture dans ma tête. La prédiction, elle va devenir une simulation dans ma tête de voiture. Et effectivement, dans la rue, il y a une voiture, ce qui vient confirmer ma simulation. Dans cette situation, je n'ai rien appris. Dans ce paradigme, on voit que le cerveau, il est donc très actif dans la construction du monde intérieur. Il n'est pas passif aux informations extérieures. Et il prédit en permanence. Et comme dit Lisa Feldman-Barrett, nous sommes donc les architectes de notre propre expérience. Nous sommes les architectes de notre propre vie. De plus, dans ce modèle, les apprentissages sont très peu fréquents. Donc, le cerveau limite au maximum les apprentissages, puisque je prédis en permanence et que mes prédictions sont bonnes. Donc, je maintiens à l'intérieur de mon cerveau un niveau de chaleur qui est bas. Notre cerveau construit une simulation du monde en fonction de ses expériences passées et il les compare au bruit de ses sens, aux informations, aux signaux de ses sens. La simulation qui est dans mon cerveau impose du sens au bruit et aux informations que j'ai depuis mes sens. Le cerveau sélectionne donc ce qui est intéressant pour lui et rejette ce qui n'est pas intéressant pour lui. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, si on n'a pas d'expérience passée ou de concept dans le cerveau, toutes les informations qui m'arrivent de mes sens ou de la parole, je ne peux pas les comprendre. Et ça reste du bruit incompréhensible pour notre cerveau. Donc, il faut créer un modèle du monde. Comment créons-nous un modèle du monde ? Ce qu'on sait maintenant, c'est que le cerveau fonctionne en réseau. On commence à comprendre en neurosciences qu'il n'y a pas une aire cérébrale particulière dédiée à une tâche, mais il y a plutôt des réseaux à l'intérieur du cerveau qui font plusieurs tâches. Il y a plusieurs réseaux dans le cerveau qui communiquent entre eux, un peu à la même manière que les réseaux d'une ville. C'est-à-dire, il y a le réseau du métro, le réseau par-dessus ça du bus. Par-dessus ça, il y a le réseau du vélo, de la marche à pied, puis de l'avion. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus un réseau est emprunté, par exemple, plus la ligne bleue du métro est empruntée, plus elle grossit et plus elle est fréquentée. C'est un peu pareil dans le cerveau, c'est-à-dire que les réseaux qui sont le plus empruntés, qui sont le plus activés, grossissent et deviennent de plus en plus forts. En anglais, on appelle ça « what's fire together, wire together ». Ce qui s'allume en même temps, c'est-à-dire si deux neurones s'allument en même temps, elles se câblent ensemble pour faire un réseau. Il y a un très gros réseau qui est distribué dans l'ensemble du cerveau. On appelle ça le DMN, pour en anglais Default Mode Network. Ce réseau-là, c'est le support des prédictions. Ainsi, le mode par défaut de fonctionnement du cerveau est de prédire des modèles du monde à l'intérieur de mon corps et à l'extérieur de mon corps. Encore une fois, on parle de millions de prédictions non-stop. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'à la naissance, ce réseau-là, il est globalement non visible aux imageries, alors qu'il est visible à l'âge adulte. Les prédictions seraient donc peu nombreuses dans le cerveau d'un nouveau-né
et les prédictions qu'il a créées à la naissance, elles sont probablement liées à la vie intra-utérine. Et ces prédictions, en plus d'être peu nombreuses, elles seraient vraiment imprécises et ne permettraient pas d'aider le nouveau-né à se réguler lui-même. Notre modèle du monde doit donc se construire et on ne naît pas avec un modèle du monde. Donc je répète, quand on fait l'imagerie d'un cerveau d'un nouveau-né, on ne voit pas le DMN, on ne le voit pas. Okay, alors que au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à le voir apparaître, puis à l'âge adulte, on voit un DMN qui est mature. Donc ce qu'on se dit, c'est que puisqu'il y a, et comme le DMN, excusez-moi, je reprends, comme le DMN c'est le support des prédictions, ce qu'on se dit, c'est que à la naissance, l'enfant n'a pas de modèle du monde pour pouvoir expliquer le monde et donc pour pouvoir se réguler. Je vous rappelle que l'objectif premier du cerveau, c'est de prédire l'allostasie pour se réguler. Mais ces prédictions comme ces prédictions sont inefficaces, comment le nouveau-né apprend à se réguler et qui le régule en attendant? Évidemment, ce sont les cerveaux qui l'entourent. Ce sont les humains qui l'entourent. En effet, nous sommes des animaux sociaux, c'est-à-dire que nous avons besoin de l'autre pour assurer la régulation de notre corps en vue de notre survie. C'est quoi l'avantage évolutif de tout ça? C'est que votre cerveau, puis son cerveau à elle, son cerveau à lui, le mien, tous ensemble, on forme un très gros cerveau. En effet, devant la demande complexe pour la survie des animaux sociaux, il nous aurait fallu à nous un très très gros cerveau pour se réguler soi-même complètement. De manière complètement autonome, et comme il aurait été très gros, il aurait été très lourd à porter, il aurait produit beaucoup de chaleur et il aurait demandé beaucoup plus que les 20% d'énergie quotidienne que notre cerveau demande déjà. Je rappelle, notre cerveau il fait 2% de notre poids, là, puis il consomme par contre 20% de notre énergie. Et il aurait produit énormément de chaleur. Ainsi, la sélection naturelle a sélectionné la possibilité que nous puissions nous réguler les uns les autres avec des cerveaux de taille efficace, au lieu que nous devions nous réguler complètement. C'est pour cela que Lisa Feldman-Barrett explique qu'il faut plus d'un cerveau pour faire un esprit. Ce que l'on imagine, c'est qu'à la naissance, en plus de transmettre nos gènes au nouveau-né, nous devons nous assurer de sa survie en lui transmettant nos MIMS. On dit les MIMS en anglais, en français je pense qu'on dit MEMS, mais je vais conserver la prononciation anglaise, donc MIMS. Le MIM est un concept anglais, le MIM est un concept inventé par Richard Dawkins, qui le définit comme un élément de langage reconnaissable et transmis par répétition d'un individu à l'autre. Les MIMS et les gènes sont donc transmis de génération en génération pour assurer la survie de l'espèce. Les MIMS permettent de transmettre les concepts, les mots et les éléments de culture. Les MIMS, c'est ce qui nous permet de construire notre réalité sociale. La réalité sociale, c'est le modèle du monde social. Et si nous vivons dans la même culture, notre réalité sociale se ressemble donc, on partage beaucoup de MIMS. Si nous vivons dans des cultures éloignées, nous partageons moins de MIMS, par analogie avec les gènes. Donc les gènes, ils permettent de créer la macrostructure du cerveau. C'est une macrostructure qui est capable de s'auto-organiser grâce aux MIMS. Donc ce qu'on imagine, c'est que la macrostructure du cerveau, elle est très liée à la génétique. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la microstructure, c'est-à-dire les réseaux, les câblages dans le cerveau, là, ils sont peu liés à la génétique, mais ils sont plutôt liés aux MIMS. La réalité sociale, elle est organisée sous forme de concepts dans le cerveau.
C'est-à-dire, j'ai le concept de politique, le concept de monnaie, d'argent, le concept de ce que j'ai le droit de faire, le concept de ce que j'ai pas le droit de faire, le concept qu'il y a le printemps, le concept que, etc. Donc ça, c'est notre réalité sociale qui est organisée sous forme de concepts dans mon cerveau. Et ces concepts-là, ils m'appartiennent. Donc, mais la réalité sociale, par contre, elle est partagée par tout le monde. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous avez les concepts de la même réalité sociale, mais ce sont vos concepts à vous. Donc, la réalité sociale, elle est co-construite et on synchronise nos concepts et nos prédictions. Et grâce à ça, on est capable de nous réguler. Donc, je reviens. L'objectif premier du cerveau, c'est de nous réguler. C'est de maintenir le cerveau en vie, de maintenir notre corps en vie. Sauf que pour ça, il crée un modèle du monde social qui permet que le social vienne le réguler. Donc présentement, je suis en train de vous réguler et présentement, comme je vous imagine, vous êtes en train de me réguler. Je reviens sur ce que je disais. À la naissance, le cerveau du nouveau-né fonctionne par prédiction. Mais il a peu de prédictions et ces prédictions qu'il a, elles sont imprécises. Il faut donc qu'il améliore la finesse de ses prédictions. Et il fait cela grâce aux humains qui l'entourent. Ce sont eux qui prédisent les besoins du nouveau-né et par là même, l'enfant apprend à prédire et il apprend à se réguler. Il apprend par similarité. Il apprend par similarité, par probabilité et par catégorisation. C'est-à-dire que l'enfant, il va classer les nouvelles informations qu'il apprend en fonction de similarités. Les similarités, c'est les similarités qui font sens pour lui et pas des similarités qui seraient présentes comme par essence dans les objets. Il catégorise en entonnoir pour finalement créer un concept au bout. Comme par exemple le concept de chat. Donc nos premiers apprentissages pour se réguler, ils se font grâce au social, car cela est efficace. Mais en soi, l'enfant n'a pas de compétences sociales innées, il n'a pas l'attachement inné ou le regard inné ou des choses comme ça, il n'a pas de compétences sociales innées. C'est parce que pour se réguler, il doit faire appel à l'autre, qu'il développe des compétences sociales. Il apprend les compétences sociales. L'enfant, à la naissance, il est donc envahi par des... En fait, il crée des prédictions imprécises, donc il est envahi par des erreurs de prédiction. Il est donc en correction permanente de ces erreurs. Et là, il apprend. Surtout par les sens, et une fois par les informations sensorielles, mais une fois qu'il a accès aux mots, il apprend avec les mots. L'enfant apprend dès la naissance que l'information nécessaire pour se réguler est dans le cerveau de l'autre. Un des points clés de notre apprentissage pour se réguler est l'apprentissage des mots, qui sont probablement le moyen le plus efficace de se réguler. Avant l'acquisition des mots, les concepts construits dans notre cerveau, ils sont surtout liés à nos informations sensorielles, c'est-à-dire aux odeurs, à la vue, à l'ouïe. Avec l'acquisition des mots, le cerveau donne vie aux mots, il donne littéralement vie aux mots, et les concepts deviennent purement mentaux. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que dans le cerveau, il y a des concepts qui sont liés à nos sens, et il y a des concepts qui sont liés purement aux mots, donc qui sont purement mentaux. Et ils sont non liés au sens. C'est probablement une des différences entre les humains et les autres animaux sociaux qui créent des prédictions uniquement liées au sens. J'ai un petit peu ralenti le rythme de la présentation aujourd'hui, là. Donc si je vais trop lentement,
informez-moi. Donc je reviens sur ce que je disais. Les prédictions sont issues de nos expériences passées, de la réalité sociale et des concepts que nous avons préalablement construits. Donc, lorsque mon cerveau lance une prédiction, il va chercher toutes les informations qui étaient présentes dans mes concepts, dans mes expériences passées et dans ma réalité sociale. Et il va donc lancer la prédiction. Et lorsque le cerveau recombine toutes les informations qu'il y a dans sa tête, c'est-à-dire les concepts, la réalité sociale et les expériences passées, quand il recombine tout ça et qu'il va créer une nouvelle prédiction, on appelle cela la créativité. Les prédictions sont donc apprises à la naissance et elles sont apprises tout au cours de notre vie jusqu'à notre mort. Donc, une des questions qu'on se pose comme question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Selon ce paradigme, ce qu'on comprend, c'est que le concept d'apprentissage n'existe pas vraiment, puisqu'il est complètement intriqué avec la prédiction. En fait, l'apprentissage, c'est un corollaire, c'est une conséquence de la prédiction. À la naissance, l'enfant ne naît pas en mode apprentissage, puis évolue en mode prédiction. Cela reviendrait à dire qu'il évoluerait, il serait d'abord en mode réaction, puis en mode prédiction. Non, le cerveau humain est toujours en prédiction et l'apprentissage est défini comme une erreur de prédiction que l'on corrige. Selon cette théorie, tout apprentissage est une correction de mon erreur de prédiction. Autrement dit, c'est la prise en compte d'une nouvelle information saillante, importante, qui me servira plus tard pour me réguler. Par exemple, mon cerveau fait... je donne des exemples sur la prédiction puis l'erreur de prédiction. Quand je marche dans la forêt, mon cerveau fait la prédiction que les feuilles, elles vont faire du bruit parce qu'il y a du vent qui passe dans les feuilles. Bon. Et effectivement, il y a du vent qui fait du bruit dans les feuilles. Donc, ma prédiction puis l'information qui vient de mes oreilles sont identiques, donc je n'apprends rien. Et ma prédiction, elle est d'ailleurs tellement bonne que souvent, on ne se rend même pas compte qu'il y a du bruit. Par contre, on imagine que je suis dans la forêt et que le vent s'arrête. Il y a donc un décalage entre la prédiction que j'ai envoyée à mes oreilles et l'information qui arrive de mes oreilles. Là, le cerveau, il a deux choix. Ou bien, il prend en compte l'erreur de prédiction et il apprend. Et là, il se dit, ah, ben, il n'y a plus de vent, donc il faut que je trouve une explication à ça. Et il va chercher une explication. Et là, il va encore lancer des prédictions pour chercher une explication. Ou alors, il ne prend pas en compte la nouvelle information qui vient de ses oreilles et il est dans le déni et il fait croire à notre cerveau qu'il y a toujours du bruit. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que quand notre cerveau prédit notre modèle du monde, une fois qu'il le prédit avec finesse et avec finesse, il va imposer à nos sens sa vision des choses. Et quand les sens, elles vont nous envoyer des informations dans notre cerveau, le cerveau, il va décider de dire, est-ce que les informations, elles correspondent à ma prédiction? Si oui, tout va bien, le cerveau, il n'a pas de job à faire. Par contre, si l'information est différente que la prédiction que j'étais en train de faire, là, le cerveau, il va se dire, bon, j'ai le choix, ou bien je consomme de l'énergie pour apprendre la nouvelle information, ou bien je décide de balayer la nouvelle information et je suis dans le déni de la réalité. La majorité du temps, notre cerveau, comme il crée un modèle du monde, il fait la majorité du temps des dénis de la réalité. Je pense que c'est important de comprendre ça, que c'est un fonctionnement normal du cerveau, ce n'est pas une erreur. Par contre, il prend en compte toute nouvelle information
qui est importante pour réguler son propre corps, pour se maintenir en vie. Cette capacité à prédire, à faire du sens aux événements, c'est encore un mystère pour la science, car nous sommes au début de la compréhension du modèle dont je suis en train de vous présenter. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous entendez bien, puis que ça vous intéresse. Je reprends mon souffle. Donc, si je reviens sur ce que je disais au début, c'est-à-dire que ce qui produit de la chaleur dans mon cerveau, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'apprendre. Et que mon cerveau cherche à tout prix à éviter de produire de la chaleur. Mon cerveau a avantage à construire des prédictions très fines qui permettent de bien prédire le futur et donc qui me demandent de corriger le moins possible et donc d'apprendre le moins possible et donc de produire le moins de chaleur possible et de ne pas surchauffer. Je ne veux surtout pas vous faire croire que l'objectif est d'apprendre moins. Au contraire, de manière contre-intuitive, plus j'apprends de nouvelles prédictions, plus j'ai de prédictions qui peuvent correspondre au mieux à un objectif précis. Ainsi, on peut voir que plus j'apprends, plus je crée de prédictions et moins j'ai à apprendre ce que j'ai déjà appris. De plus j'ai de prédictions, plus la prédiction qui va être sélectionnée pour répondre au mieux à l'objectif va être fine et moins j'aurai à corriger. Pour finir sur cette présentation théorique, je vais ajouter quelques informations importantes sur les prédictions. Donc je le rappelle, les prédictions, elles sont issues de mes expériences passées, de ma réalité sociale et des concepts qui sont dans mon cerveau. Mon cerveau lance une prédiction seulement s'il a intérêt à le faire. C'est-à-dire que la prédiction qui est lancée, elle sert toujours un objectif qui est de me réguler. Donc, comme les concepts et les expériences passées sont elles aussi issues de mes prédictions passées, qui étaient elles aussi issues d'un objectif, on peut en déduire que tous nos concepts qu'on a dans notre cerveau sont orientés vers un objectif. C'est-à-dire, par exemple, le concept de chat vient toujours avec un objectif. Ça peut être « il est cute », ça peut être « qu'il détruit la biodiversité », ça peut être « Hello Kitty », ça peut être « Grumpy Cat », ça peut être plein de concepts différents. Par contre, le concept de chat en tant qu'objet qui flotterait comme ça dans mon cerveau, sans aucun objectif, ça n'existe pas. De même, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de réel stockage dans le cerveau de concepts ou d'expériences passées ou de réalité sociale. On ne peut pas voir les concepts. Les prédictions, une prédiction, elle est créée sur le moment. En anglais, on dit on the fly. Et les expériences passées et les concepts que ma prédiction va utiliser, eux aussi, sont recréés en même temps, sur le moment. Ça n'a rien à voir avec une bibliothèque virtuelle dans le cerveau. Okay ? Voilà. Je vais juste fermer les fenêtres parce qu'il y a un petit peu trop de bruit. Donc, une prédiction, c'est une simulation du monde générée par probabilité. Le cerveau crée en permanence plusieurs prédictions pour le même objectif et seule celle qui a le plus de probabilité de répondre précisément à l'objectif sera sélectionnée par le cerveau. Je reviens sur l'exemple du chat. Imaginons que je suis dans une animalerie et que je veux acheter un chat. J'ai plein de prédictions de chats qui vont apparaître dans mon cerveau. Encore une fois, ça peut être Hello Kitty, Grumpy Cat, que c'est un félin, que ça ne mange pas les rats, que ça tolère quand même bien de ne pas sortir dehors, ou des choses comme ça. Donc,
En fonction du moment et du contexte, mon cerveau va sélectionner la prédiction gagnante du chat. Et donc, comme je suis dans une animalerie, je vais choisir le chat le plus cute possible et le moins félin possible. On peut voir que la précision de la prédiction est importante. En effet, plus j'arrive à prédire de manière fine le futur, plus je vais être confiant. Et moins je dois faire d'efforts pour m'adapter et corriger l'erreur de prédiction. Plus la prédiction est fine, moins je dois la corriger, moins j'apprends, moins je surchauffe. Donc faisons une petite pause et je vais essayer de resynthétiser un petit peu tout ça. Donc le cerveau est un organe de prédiction. Son objectif, c'est de prédire. Il prédit à tout moment des millions de prédictions en même temps. Donc juste maintenant, mon cerveau, en plus de vous parler, il prédit de l'allostasie. Il prédit mon taux de glucose dont il a besoin. Il prédit ma température corporelle. Il est en train de prédire mon immunité cellulaire. Il est en train de prédire ce que j'entends. Il prédit les vêtements que je porte, le bruit de ces vêtements. Et il prédit aussi les bruits qu'il y a dans mon corps, c'est-à-dire le bruit de mon cœur, mes poumons qui gonflent et qui dégonflent. Et il prédit tout ça avec tellement de finesse que je ne me rends pas compte. On en revient à une notion importante, c'est que plus je prédis finement ce qui se passe autour de moi, et plus je suis capable d'élargir mon champ d'attention. Donc on imagine bien que d'abord, on est centré sur nous-mêmes, puis une fois qu'on a fait toutes les bonnes prédictions, puis on a corrigé les erreurs de prédiction, on arrive à élargir notre champ d'attention à 1 mètre. Puis une fois qu'on a refait le travail, on arrive à élargir le champ d'attention à 5 mètres, puis à l'infini. Et ça de manière concrète, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire ce que je vois. D'abord, je suis centré sur ce qu'il y a devant moi, puis après, j'élargis mon champ de vision. Et de manière symbolique ou abstraite, de la même manière, plus je suis capable de prédire finement, et plus je suis capable d'élargir mon abstraction. Donc, plus mon cerveau prédit, et plus je suis ouvert à la nouveauté. Lisa Feldman-Barrett ajoute une nouveauté à tout ça. Elle dit que les émotions sont aussi des prédictions. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on pensait, il n'existe pas de zone, de circuit dans notre cerveau de la colère, de la peur, de la joie ou de la tristesse, car cela voudrait dire que les émotions seraient comme activées par des stimulus extérieurs, c'est-à-dire que les émotions seraient comme des réactions. Elle postule que les émotions sont des concepts purement mentaux, donc non partagés par les autres animaux, et qu'ils font du sens uniquement pour ceux qui partagent la même réalité sociale. Et que lorsque nécessaire, pour faire du sens à ce qui se passe dans nos affects à l'intérieur de notre corps, une prédiction d'émotions va se lancer parmi des dizaines d'autres prédictions qui n'ont probablement pas de rapport avec les émotions. Et si la prédiction gagnante est la prédiction d'émotion, je vais ressentir une émotion. Ce qu'on peut comprendre, c'est que puisque toutes les prédictions, elles sont issues de nos concepts, de notre réalité sociale et de nos expériences passées, et comme l'émotion est une prédiction, sans concept d'émotion, nous ne pourrions pas avoir d'émotion. Voilà, je m'arrête là pour la partie théorique. Je vais continuer avec les liens que j'ai pu faire avec l'art de la danse. Je le répète, toutes les références que j'ai travaillées sont sur le site internet du Zemmour Ballet. N'hésitez pas à me faire des pouces pour me dire si vous avez bien compris, puis si c'est intéressant. Et je prends juste une petite minute de pause, puis après je vais démarrer avec les liens qu'on peut faire avec le cerveau et l'art de la danse.
Donc, avec toute la réserve que je ne suis pas danseur, j'aime l'art de la danse. J'aime voir des spectacles et des répétitions, et surtout, je suis allé aux ateliers de création du Zemmour Ballet, où j'ai pu comprendre la méthode de création de Nicolas Zemmour. Dans cette seconde partie du talk, je vais m'adresser aux danseurs, mais pour ceux qui ne le sont pas, restez quand même, car vous allez voir des exemples très précis du modèle de prédiction dans le cerveau que je viens de vous présenter. Donc je pense que ça va être intéressant. La première notion que je veux aborder, c'est la notion de mouvement. Donc tout mouvement qu'un danseur fait est un mouvement prédit par le cerveau du danseur. Plus le danseur prédit bien, et plus le mouvement est précis. Je reviens à nouveau sur la vision classique que le cerveau est en réaction. Pour faire une pirouette, il faudrait qu'il prenne en compte en permanence, de manière passive, l'équilibre, le sol, la demande qu'on vient de lui faire, le fait de faire la pirouette, et tout ça, il devrait le réaliser dans un temps record pour faire une pirouette. Ça serait comme impossible. Donc à la place, dans le modèle prédictif, une prédiction de pirouette dans votre cerveau devient une simulation de pirouette dans votre cerveau qui est construite avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et tout d'un bloc, cette prédiction, elle est envoyée à l'ensemble de votre cerveau et non par petits morceaux. Donc, lorsqu'un répétiteur vous dit « allonge ta jambe de terre pour la pirouette », il s'agit d'une nouvelle information. Votre cerveau a donc deux choix, comme je l'avais dit. Ou bien il prend en compte l'information et corrige l'ancienne prédiction pour faire une nouvelle prédiction, ou bien il filtre l'information et impose son ancienne prédiction au mouvement et vous fait croire que vous avez bien fait. Ça doit arriver souvent que vous avez l'impression d'avoir fait la correction demandée par le répétiteur sur un mouvement et que votre corps vous renseigne d'ailleurs que vous avez fait la correction, mais qu'en fait, vous répétez exactement le même mouvement avec la même erreur. Et ça fait d'ailleurs beaucoup rire vos collègues qui vous voient comme empêtrés dans votre déni complet de la réalité. Vous ne le faites pas exprès. C'est votre cerveau qui vous joue des tours et qui impose sa prédiction, sans prendre en compte la nouvelle information, et impose à vos récepteurs sa vision des choses. Et cela, c'est un processus normal du cerveau. Le fait que votre cerveau impose son idée, impose son modèle du monde, de la pirouette, arrive quasi à tout instant. On appelle cela le réalisme affectif. Ainsi, quand cela vous arrive, c'est-à-dire que vous voyez que vos collègues se moquent de vous, vous devez être conscient que votre cerveau vous joue un tour et imposer à votre cerveau qu'il prenne en compte l'erreur de prédiction. Pour prendre en compte l'erreur des prédictions, le cerveau doit être libre pour le faire et il faut que ça soit important pour lui. D'ailleurs, c'est normal que votre pirouette ne soit pas aussi belle que celle prévue par le répétiteur, car au début, votre cerveau envoie une pirouette, une prédiction de pirouette imprécise à l'ensemble de votre corps. Puis par étapes, il update et modifie le concept de pirouette dans le cerveau. C'est une des raisons pour laquelle, quand j'étais enfant, j'avais l'impression de faire le plus beau saut de biche du monde, comme Nourieff. C'est parce que ma simulation de saut de biche imposait à mes sens sa vision du saut de biche. Le deuxième lien que j'ai pu faire entre le modèle prédictif du cerveau et la danse est celui sur le fait de se sentir agent de soi-même. Comment expliquer que quand je bouge mon corps, j'ai l'impression que c'est moi qui suis aux commandes? En fait, mon corps est enfermé dans une boîte noire. Et si on se met depuis la perspective de votre cerveau, excusez-moi, je pense que je me suis embrouillé. Donc ce que je disais, c'est que mon cerveau est enfermé dans une boîte noire. Et si on se met depuis sa perspective, le corps est à l'extérieur de lui.
le bras est à l'extérieur de lui. Donc comment ça se fait qu'il a l'impression que le bras, il appartient au cerveau? C'est qu'en fait, toute prédiction d'action est accompagnée simultanément d'une prédiction de la conséquence de l'action. Si je prédis que mon bras va aller vers la droite, je vais aussi prédire la conséquence du fait de bouger mon bras et je vais donc prédire la conséquence du vent qui va être de ce côté-là et pas de ce côté-là et je vais prédire la prochaine localisation. Donc je le répète, à chaque fois qu'on fait une prédiction d'action, de mouvement, on prédit en même temps la prédiction de la conséquence de l'action. Donc, c'est comme ça que on a l'impression qu'on est agent de nous-mêmes. Mais par contre, si la prédiction de la conséquence de l'action, elle est erronée ou elle est manquante, le cerveau prédit une action sans sa conséquence. Et nous avons donc l'impression que notre bras a bougé tout seul ou qu'il est contrôlé par une force extérieure. En tant que danseur, je suis assez persuadé qu'après plusieurs heures d'exercice intense, d'épuisement physique et psychique, vous avez pu ressentir des sensations similaires. Maintenant, vous avez une des parties de l'explication. J'aimerais maintenant vous parler du danseur en tant qu'interprète, créateur de mouvement, créateur de son mouvement. Depuis la perspective de ce modèle, en tant que danseur, vous n'êtes pas un corps qui danse, mais bien un cerveau qui danse. D'où le titre de ce talk, le cerveau danse. Vous n'êtes pas des danseurs qui réagissez, vous ne réagissez pas à ce que le chorégraphe vous demande, mais vous prédisez de tout votre cerveau. Donc, si vous prenez une attitude de réaction face à ce que vous demande le chorégraphe, vous vous mettez de côté. Vous prenez votre cerveau et faites comme s'il était à côté de votre tête. Si par contre, vous prenez une attitude de prédiction, vous êtes un cerveau qui danse. C'est-à-dire que vous êtes un cerveau qui prédit des millions de prédictions non-stop, qui utilise vos expériences passées et vos concepts à vous. Vous utilisez. Le mouvement final qui va être lancé par votre cerveau est donc unique et appelle en lui-même tout votre être. Vous donnez vie à votre mouvement. Pour améliorer cette stratégie, qui se fait d'ailleurs à votre insu, on est d'accord que toutes les prédictions qui sont envoyées, on n'en a pas vraiment conscience. Donc pour améliorer cette stratégie qui se fait à votre insu, vous devez consciemment remonter la piste de la prédiction. Vous devez faire un chemin inverse de la prédiction. Par la suite, une fois que vous aurez lancé la prédiction décidée, que vous avez décidé, cela va demander beaucoup d'efforts pour maintenir cette prédiction vivante et active. Je vais donner un petit exemple un peu plus tard. Il faut savoir que l'information présente dans une nouvelle prédiction contient toutes les informations qui étaient présentes à la création du concept. Ainsi, par exemple, si vous décidez de danser comme sur de la neige, avec en tête l'information que vous êtes pressé, donc vous seriez comme un danseur pressé qui va danser sur de la neige. Votre cerveau danse. Vous allez donc aller chercher des concepts de neige et le concept d'être pressé. Vous allez en plus sélectionner les expériences passées de neige et d'être pressé. Vous allez décortiquer tout cela, c'est-à-dire que vous allez vous demander quelle était ma fréquence cardiaque à ce moment-là, quelle était ma sensation de froid à ce moment-là, quelle était ma température corporelle, quel était mon niveau d'énergie, quels étaient les contextes qui faisaient que j'étais pressé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une prédiction vient avec toutes ces informations-là, avec ce qu'on appelle ça la niche. Donc, elle vient avec toute cette niche qui était présente à ce moment-là, l'heure de la journée, la température de votre corps, votre système immunitaire, votre affect, le souvenir de vos vêtements. Ainsi, quand vous faites appel à une prédiction, tout cela vient avec. Et de tout cela, il va se créer une simulation dans votre cerveau
que vous allez appliquer sur votre corps. Et vous allez effectivement ressentir le froid et le fait d'être pressé si vous appliquez une simulation de froid et d'être pressé. Et d'ailleurs, si on faisait une imagerie cérébrale de votre cerveau à ce moment-là, eh ben, elle serait identique à quelqu'un qui serait dans le froid et qui serait pressé. Ce que les simulations sont, c'est la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Ainsi, le mouvement que vous faites est un mouvement que vous êtes. Vous êtes unique et c'est pour cela que nous, public, nous allons vous reconnaître. J'imagine ce que vous pourriez dire. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de vivre dans un monde de simulation? La réponse est non. Vous êtes juste en train d'utiliser de manière consciente la fonction fondamentale de votre cerveau. Je vous donne un autre exemple. Ah voilà, ça c'est un exemple drôle. Donc, comment j'applique ça sur ma vie à moi en tant que non-danseur? Donc, je suis sur l'autoroute, je m'ennuie. Je vais chercher dans mon cerveau des souvenirs d'animaux sauvages ou de dauphins par exemple, comme des dauphins qui nagent à côté des paquebots sur l'océan. J'essaie de les caractériser le mieux possible, quelles étaient leurs couleurs, quelles seraient leurs odeurs, quel bruit ils feraient. J'essaie de les créer dans ma tête et quand j'ai bien réussi à les créer, je les applique dans ma simulation du réel. Et je vois sauter de chaque côté de ma voiture des dauphins, puis je vois des animaux sauvages. C'est magnifique et ça me laisse d'ailleurs des souvenirs indélébiles. Ainsi, vous n'êtes pas qu'un corps, mais en tant qu'interprète, vous dansez avec tout votre être et votre cerveau. Vous donnez votre vie au mouvement. J'ai pu voir que dans les répétitions du Zemmour Ballet, l'intention première de Nicolas, le chorégraphe, est de transmettre à ses danseurs les concepts de ces mouvements pour qu'ils puissent les interpréter entièrement, pour qu'ils puissent incarner les concepts. Voilà, il reste encore un petit 5 minutes. Là maintenant, je vais donner en fait les conseils que ce modèle nous propose pour augmenter notre capacité à prédire. L'interprète-danseur cherche à être créatif, à inventer du nouveau, c'est-à-dire à prendre les prédictions du public en défaut. Donc créer du nouveau en tant que chorégraphe, interprète, danseur, c'est prendre en défaut les prédictions du public que vous allez avoir devant vous. La créativité peut être vue comme une nouvelle prédiction créée par votre cerveau et issue de la recombinaison de vos concepts et de vos expériences passées. Et cela vient contrer donc les prédictions de votre public. Ainsi, plus vous avez de prédictions en stock et plus votre capacité de recombiner ces concepts et ces prédictions sont infinies. La créativité ne se tarit jamais. Quels sont les conseils que ce modèle pour améliorer vos prédictions, qui je le rappelle sont illimitées puis qui se construisent toute votre vie? Et cela, ça vous permettrait de créer sans limite. Donc, pour améliorer vos prédictions, votre cerveau il doit être disponible pour le faire. Il faut donc que vous assuriez un bon niveau d'énergie globale à votre cerveau. Il faut que vous assuriez une bonne allostasie à votre corps, puisque l'objectif premier du cerveau, c'est de faire l'allostasie. Donc si vous le faites, votre cerveau devient disponible. C'est des exemples, c'est des conseils que tout le monde connaît. Avoir un bon sommeil, une bonne nourriture, faire de l'exercice, aussi dans les mouvements où vous ne dansez pas, et rester connecté avec des gens qui vous sont familiers. Un autre conseil, c'est continuer à apprendre de nouveaux concepts, soit dans votre langue ou dans des langues différentes. Ne soyez jamais satisfait par des mots trop simples comme « c'est cool »,« je vais bien »,«
c'est chill, c'est correct, ou quand on envoie des pouces, des choses comme ça. Cherchez de nouveaux mots pour avoir plus de concepts pour prédire. Restez curieux, et lorsque les choses vont trop dans votre sens, c'est-à-dire que lorsque les choses, vous les sentez dans votre trip là, que vous dites « Waouh, ça je suis quasi certain que c'est bon, là je le sens là », et bien ça, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge qui vous dit que vous êtes en ce moment en train de faire du réalisme affectif, c'est-à-dire du déni de la réalité. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que vous êtes en train d'ignorer les erreurs de prédiction. Donc, quand vous avez des choses que vous sentez dans vos tripes que ça correspond exactement à vos prédictions, restez vigilant et démasquez les tours joués par votre cerveau. Soyez conscient que la première simulation qui vous arrive au cerveau, ce n'est que la première simulation qui vous arrive au cerveau. Il y a plein d'autres prédictions qui peuvent amener des simulations qui peuvent mieux expliquer ce qui se passe pour vous. Et enfin, lisez des livres, des romans, faites de nouvelles expériences et aussi la pratique de la pleine conscience et de la méditation sont assez bonnes pour continuer à bien prédire. Voilà, donc j'ai fini. Toutes les références que j'ai travaillées, elles sont sur le site internet du Zemmour Ballet. Je vais quand même vous donner 3 références de livres que je pense qui sont assez importants à lire si on veut continuer dans la voie du predictive coding. Donc, c'est le livre de Lisa Feldman Barrett qui s'appelle How Emotions Are Made. C'est le livre de Michio Kaku, The Future of the Mind. Je vais chercher le 3e livre. C'est le livre de Helen Keller, Sourde, muette et aveugle. C'est un livre, en fait c'est une autobiographie qui a été écrite dans les années 1890-1900. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Helen Keller, elle a perdu toutes les informations de ses sens à partir de l'âge de 1 an. Donc, elle est devenue sourde, muette et aveugle. Et en fait, vers l'âge de 7-8 ans, on lui a appris les mots. Et donc, vous allez découvrir vraiment quelle est la différence entre les concepts issus des sens et les concepts purement mentaux. Donc, c'est vraiment intéressant à lire parce qu'on voit vraiment cette évolution de la construction des concepts, de la construction des émotions et de la possibilité d'interagir avec les autres. Donc, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, on en arrive à la période de la discussion. Je vais devoir me rapprocher pour venir voir les questions. Donc je remercie encore une fois Nicolas Zemmour et les Zemmour Ballet de m'avoir invité à vous parler des liens entre un nouveau modèle du cerveau et l'art de la danse.